prud'hommes, et plus particulièrement sur l'intimité d'un juge. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Guylain Lebrun, juge prud'homal à Évreux depuis 11 ans. Quand un salarié est assis face à 4 juges qui sont impassibles et qu'il expose sa situation, qu'est-ce qui se passe dans la tête des juges d'en face ? Je pense que vous avez bien fait de dresser l'image de la pièce de théâtre qui est en cours. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien 4 juges, et en face d'eux, il y a un salarié et l'entreprise. Mais on ne les a pas en direct. C'est-à-dire que ce n'est pas le salarié, ce n'est pas l'entreprise qui vont exposer, ce sont leurs défenseurs, les avocats. Et là, quand on dit une pièce de théâtre, effectivement, ils vont mettre en œuvre des effets de manche, ils vont enjoliver, ils vont présenter les choses. Et à nous, en fait, de nous rapprocher le plus possible du droit, le droit et rien que le droit, puisque c'est le serment en tribunal de grande instance. On ne juge qu'en droit. Donc, il faut basculer le curseur de l'empathie, parce que ce serait facile d'écouter avec empathie, mais non, on ne jugera qu'en droit. On va prendre des éléments de droit, si c'est faute grave, quels éléments, quels griefs, quels sont les éléments sur lesquels on va se raccrocher. Qu'est-ce que ça vous rapporte d'être juge ? C'est une activité bénévole. C'est une activité bénévole. Alors qu'est-ce que ça vous rapporte, vous, en tant que bénévole, d'être juge ? Ça nous rapporte sur 2 plans. Il y a un plan personnel et il y a un plan militant. Et peut-être qu'il faut apporter un éclairage sur les deux plans différents. Donc, le premier, sur le plan personnel, finalement, d'être juge, ça fait appel à notre moi profond. Notre moi profond, moi j'ai toujours en souvenir, quand j'étais à l'école primaire, les cours d'histoire. Le roi Louis qui faisait la justice sous le grand chêne. Et finalement, c'était présenté par l'instituteur comme une mission quasiment divine. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus beau dans la vie que de rendre la justice ? Sur le plan du militantisme, c'est d'apporter une notoriété à la CFE-CGC. On fait de l'acquisition, en étant conseiller prud'homal, de compétences. Ces compétences, dans les sections syndicales, on peut les partager auprès de nos militants. Et nos militants se retrouvent plus compétents quand ils assistent les salariés en entretien préalable à licenciement. Et c'est tellement vrai qu'on assiste souvent au phénomène suivant, le salarié qui est défendu par un militant de la CFE-CGC, ce militant devient plus fort que l'employeur qui fait des griefs. Et ça sert totalement le salarié, puisque ça ouvre le champ à baisser la qualification de la faute, voire pas de faute, voire de préparer déjà les éléments pour contester au tribunal. Et le salarié, lui, bien défendu, il le fait savoir, parce qu'il raconte par Radio Moquette, c'est tout ça. Donc la notoriété de la CFE-CGC monte, et puis on a des gens qui viennent nous voir pour être aidés, et puis ça nous permet de faire des nouvelles adhésions. Et quand on fait des nouvelles adhésions, on fait encore un peu plus de notoriété, c'est un espèce de cercle vertueux. Donc voilà ce que ça rapporte au militantisme. Quelles sont vos meilleures histoires de jugement entre salariés et employeurs ? Mon premier souvenir de juge prud'homal, c'est l'affaire d'un cadre de l'agriculture. Il a été licencié pour faute grave. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? De ne pas avoir entretenu le matériel agricole, parce que finalement il y avait des rats et des souris partout, et que ces animaux venaient manger le câblage des machines et qu'elles ne fonctionnaient plus. Et son avocat, pour plaider sa cause, il nous a fait une pièce de théâtre. Émile Zola était dans la salle. Nous avons eu droit à des photos sous la neige. Et je vous assure que comme il le racontait, on avait l'impression de devoir serrer notre cache-colle tellement il faisait froid et de mettre un chapeau parce qu'il y avait du vent. On était dehors en pleine nature, et ça a duré 45 minutes. Mais au bout de 45 minutes, qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait fini sa plaidoirie. Est-ce qu'il avait été à l'essentiel ? Non. Dans les éléments de droit, la convocation à l'entretien préalable à licenciement, elle était non conforme au droit. En 3 minutes, l'affaire aurait pu être plaidée et terminée et la salariée avait gagné et il aurait gagné la même chose. On va changer complètement de registre, là on va regarder des éléments plutôt de droit liés au contrat de travail. Donc j'ai là en souvenir un cadre dans l'industrie agroalimentaire qui a été embauché en contrat de travail pour faire du développement et de la recherche. Et puis un jour, son employeur lui demande d'aller donner un coup de main dans les ateliers de production. Peut-être que le responsable était en congé, en formation, que sais-je, et on lui demande temporairement d'assurer la responsabilité de la fabrication. Et on va lui reprocher d'avoir sorti des produits de mauvaise qualité. Mais c'est pas ce qu'il y a dans son contrat de travail. Et il a été viré pour faute grave. Et c'est la première expérience pour un jeune ingénieur qui sort de l'école. Ça commence très fort. Troisième histoire ? Troisième histoire, c'est de vous raconter que finalement, des salariés viennent au Conseil des prud'hommes pour défendre leur cause, mais peut-être plus pour un aspect thérapeutique.
Je disais qu'un licenciement, c'est une rupture du contrat de travail. Dans le mot rupture, il y a un mot qui est fort, ça fait mal. Et donc il y a des gens qui ont travaillé énormément d'années, qui ont sacrifié beaucoup de leur vie personnelle pour l'activité, ça leur plaisait, ils étaient heureux dans ce qu'ils faisaient, et puis un jour, voilà, l'entreprise se porte mal, il y a des licenciements économiques et ils sont concernés. Et là, c'est la catastrophe. Et donc, ils ont été indemnisés. Et souvent, quand ils ont beaucoup d'ancienneté, l'indemnité, elle est plafonnée. Et donc, l'entreprise ne peut plus payer, donc c'est pris en charge par des assurances, et il y a un plafond. Et donc, ils viennent réclamer ce que pour eux, le manque pas versé. Mais on ne peut pas donner droit. N'empêche qu'on va leur laisser exposer leur histoire. Ça va permettre leur thérapie. Parce qu'ils vont raconter que ça fait 40 ans qu'ils sont dans la boîte, ils ont fait plein de projets, ils vont nous raconter tout le bonheur de leur travail, et ça va participer à leur reconstruction. Bon, dernière histoire alors maintenant. Peut-être maintenant de raconter une histoire qui est révélatrice de l'implication des sujets qu'on voit de plus en plus souvent au Conseil des prud'hommes, c'est-à-dire le licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc on voit beaucoup de dossiers qui arrivent où les salariés ont été licenciés pour insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle en droit, c'est vous aviez des objectifs, vous aviez des moyens pour les atteindre, vous avez échoué, vous êtes insuffisant, on vous vire. Mais la situation, elle est que les salariés n'ont pas d'objectifs contractualisés, donc ces objectifs n'existent pas. Donc on ne peut pas licencier des gens quand il n'y a pas d'objectifs contractualisés. Mais on voit plein d'affaires arriver dans nos instances de prud'homme pour licenciement pour insuffisance. Et c'est l'élément le plus compliqué à démontrer. Parce que cela, comme ce n'est pas un licenciement disciplinaire pour faute grave, c'est aux salariés de démontrer qu'il n'est pas en cause, donc il doit venir prouver qu'il n'a pas d'objectif. C'est plus facile de prouver quand on a un élément de preuve écrite, mais c'est difficile de dire mais j'ai pas. On ne peut pas prouver qu'on n'a pas d'élément de preuve écrite. Et c'est le motif de licenciement qui est le plus difficile à plaider pour défendre les salariés.